dans pas longtemps. Donc l'idée, c'est facture électronique, êtes-vous prêts? Et j'ai envie de dire, Alexandre et Jessica, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts? Je vais vous laisser vous présenter. Merci Alexandre. Oui, je pense que nous sommes prêts avec Jessica pour ce premier atelier lié à la facture électronique. Donc on va rapidement se présenter avant de rentrer dans le sujet. Jessica, je te laisse comme te présenter et honneur aux femmes. Bonjour à tous, merci pour votre participation. Donc, je suis Jessica Poussard, je suis chef de produit marketing de la plateforme de gestion des factures électroniques qui s'appelle jefacture.com. Et quant à moi, donc Alexandre Viau, je suis expert comptable sur la région, je suis sur Tours et je suis également vice-président au niveau du conseil régional de l'ordre d'experts comptables de la région Centre-Val de Loire et plus particulièrement en charge du numérique et de l'innovation. Donc aujourd'hui, on a à cœur d'accompagner les entreprises, c'est pour ça que nous sommes aussi partenaires de ce salon. Et la facture électronique que Jessica qu'on va vous présenter ensemble va arriver très très rapidement. Et c'est pour ça qu'on est là pour vous expliquer un petit peu les contours de ces nouvelles obligations. Donc concernant l'obligation, vous avez peut-être déjà certaines informations au niveau des dates, mais on va quand même les rappeler parce qu'il y a eu certains changements. Donc l'obligation, elle va entrer en vigueur à partir du 1er juillet 2024 en réception. Donc c'est-à-dire qu'à partir du 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront être en mesure de pouvoir recevoir des factures au format électronique. Pour ce qui est de l'émission, ça va se faire en plusieurs dates. Donc toujours le 1er juillet 2024 pour les grandes entreprises. Ensuite, on passera au 1er janvier 2025 pour les ETI et ensuite au 1er janvier 2026 pour les TPE-PME. Donc ça va se faire en plusieurs étapes, mais ce qu'il faut vraiment bien garder en tête, c'est que d'ici le 1er juillet 2024, toutes les entreprises devront avoir fait le choix d'une plateforme pour pouvoir recevoir à minima leur facture électronique. Alors très concrètement, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut se dire, bon, 1er janvier 2026, je suis une TPE, une PME, j'ai encore un petit peu de temps devant moi. Sauf que, comme l'a dit très justement Jessica, le 1er juillet 2024, obligation de pouvoir recevoir une facture électronique. Ça veut dire qu'une grosse entreprise que vous connaissez tous, EDF, Bouygues, Orange ou autres, Engie, seront dans l'obligation d'émettre de la facture électronique. Et vous, nous, petites entreprises ou PME, seront bien dans l'obligation de pouvoir réceptionner cette facture électronique au format électronique. On va définir tout à l'heure ce que c'est une facture électronique, de la traiter cette facture et de l'archiver, comme on le fait aujourd'hui avec une facture papier. Donc, très concrètement, c'est ça. Donc, l'obligation qu'on a d'émettre au 1er janvier 2026 une facture électronique pour les TPE-PME, en fait, l'obligation est vraiment ramenée au 1er juillet 2024 et il faut être prêt pour le 1er juillet 2024. Les objectifs de l'administration fiscale, ils sont clairs. On vous les a remis ici. C'est d'un, contrôler encore mieux la TVA. Je crois que Bercy estime ramener 5 milliards d'euros de TVA. Mais également de faire du pré-remplissage de déclaration de TVA demain. Aujourd'hui, ils font du pré-remplissage de déclaration d'impôt sur le revenu. Demain, ils feront du pré-remplissage de déclaration de TVA. Voilà. Mais également aussi, on le verra tout à l'heure, d'avoir une meilleure connaissance de l'économie française, puisqu'on va le voir tout à l'heure, toutes les données de la facture vont redescendre auprès de l'administration fiscale. Donc de ce fait, s'ils ont connaissance quasiment immédiatement des transactions inter-entreprises, ils auront forcément une visualisation secteur par secteur de la santé financière des entreprises ou tout du moins du secteur. Donc, quand on parle d'obligation de facture électronique, vous allez beaucoup entendre parler de deux grands mots ou deux grands principes qui sont le e-invoicing et le e-reporting. Donc, je ne vais pas vous les développer parce que ça pourrait prendre des heures. Mais en tout cas, on va les expliquer de manière assez simple. Le e-invoicing, ça correspond à l'obligation de facture électronique en elle-même, donc tout ce qui est transmission de factures d'une entreprise à une autre via les plateformes. Pour ce qui concerne le e-reporting, c'est tout ce qui concernera
la transmission des données que l'on dit données de facturation complémentaires à l'administration fiscale. Donc ça concerne, on a mis quelques exemples en dessous, mais ça concerne les données relatives aux transactions B2C, les données, donc les données de caisse, les données de paiement, des factures, etc., etc. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette obligation de facturation électronique, elle concerne les factures, mais elle va également, via le e-reporting, concerner les données de caisse. Effectivement, toutes les entreprises soumises à TVA seront dans l'obligation, et toute même entreprise assujettie à la TVA, donc c'est peut-être des termes un petit peu juridico-fiscal, mais une auto-entreprise sera aussi dans l'obligation d'établir des factures électroniques demain. Donc vous voyez, si demain vous travaillez avec, je sais pas, une personne en auto-entreprise, vous devrez aussi traiter les factures de ces entreprises-là. Donc là, on a fait un petit schéma pour expliquer un petit peu comment ça va se passer et donc les grandes étapes. Parce que tout à l'heure, on disait qu'il y avait 3 grandes dates entre 2024, 2025, 2026. Donc là, c'est un petit peu des schémas pour expliquer ce qui va être possible de faire en fonction de toutes les étapes. Donc si on commence à partir de juillet 2024, l'obligation de réception entre en vigueur pour tout le monde. Pour autant, tout le monde n'est pas encore obligé d'émettre. Après, si vous êtes prêt à recevoir, normalement, vous serez prêt à émettre également. Vous ne serez pas obligé de le faire. D'où les différentes flèches. Donc, on voit en orange les factures électroniques. Donc, les grandes entreprises, elles seront obligées de transmettre des factures électroniques. Donc, quelle facture? Une grande entreprise, une TPE, une PME, tout ce qui sortira de la grande entreprise sera une facture électronique. Par contre, les TPE, les PME, les ETI, elles pourront déjà envoyer des factures électroniques si elles sont prêtes, mais elles ne seront pas obligées, elles pourront également toujours continuer d'en envoyer. Après, on voit qu'à partir de janvier 2025, c'est les ETI, elles qui passent du coup à l'obligation de facture électronique. Donc toutes les factures qui sortiront d'une grande entreprise ou d'une ETI seront forcément au format électronique. Et après, du coup, on voit bien qu'à partir de janvier 2026, tous les flux de factures, peu importe les entreprises, ce sera forcément des factures au format électronique. Alors maintenant, on parle depuis tout à l'heure de la facture électronique. Mais c'est quoi une facture électronique, globalement? Parce qu'on vous rabâche ce terme au moins depuis 10 ou 15 fois depuis 10 minutes. Mais c'est quoi une facture électronique? Alors, on a expliqué assez rapidement les choses. Mais avant de définir cette facture électronique, vous avez bien compris, Jessica l'a rappelé, vous aurez l'obligation d'adhérer à une plateforme. Il y aura deux types de plateformes. Une plateforme publique. Cette plateforme publique, globalement, ça sera quoi? Un concentrateur de données, puisqu'on le verra un petit peu après. Toutes les données des factures vont redescendre vers cette plateforme publique. Pour ceux qui connaissent, c'est globalement un Chorus Pro, à peu près. On n'a pas de définition pour l'instant du schéma de la plateforme. Non, c'est ça, ça va être construit sur le même schéma que Chorus Pro. C'est pas Chorus Pro qui va être utilisé, mais en tout cas, ça va être construit à peu près de la même manière. Donc on sera sur une plateforme dite gratuite, mais sans service complémentaire. Et à côté de ça, vous aurez des plateformes privées, votre plateforme à vous, dédiée, ce qu'on appelle une PDP, une plateforme de dématérialisée partenaire, dans laquelle vous allez gérer l'ensemble de vos factures, qu'elles soient d'achat, qu'elles soient de vente, mais également la possibilité pour certaines plateformes d'avoir le paiement associé dans la plateforme. Donc, tout à l'heure, Jessica vous présentera la plateforme de jefacture.com, mais globalement, ayez juste à l'esprit en pratico-pratique votre boîte d'archives que vous connaissez tous. Dedans, vous avez deux intercalaires, facture d'achat, facture de vente. Et bien là, c'est exactement la même chose, mais au format numérique. Dans un espace dédié sur un espace personnel au nom de l'entreprise dans laquelle vous allez gérer ça. Et ces plateformes privées, donc l'obligation plutôt d'adhérer avant le 1er juillet 2024 à une plateforme dédiée pour pouvoir gérer l'ensemble de vos factures. Et après, ça sera effectivement le choix
votre choix d'adhérer à telle ou telle plateforme. Après, ce qu'il faut savoir évidemment, c'est que toutes les plateformes, peu importe la plateforme que vous allez choisir, elles seront interopérables les unes avec les autres. C'est-à-dire que si vous utilisez, admettons, la plateforme publique et que votre client est sur jefacture.com, bien entendu, toutes les plateformes seront reliées et vous ne serez pas bloqué et vous ne serez pas obligé d'être sur la même plateforme que vos clients, etc. L'objectif, c'est vraiment de fluidifier les échanges et que tout soit vraiment le plus simple possible. Donc le mot interopérable, ça veut dire que ça va pouvoir se connecter et échanger des données entre elles. C'est ça, l'interopérabilité des plateformes. On continue avec les petits schémas, avec les plateformes. Ouais, j'aime bien les petits schémas. Je te laisse expliquer ce schéma en Y. Donc exactement, donc c'est le schéma en Y. On voit que quand on parle de facture électronique, il y a deux formes de schéma. Donc le format en Y, donc qui est celui-ci, et le format un petit peu en V, où en fait tout coïncide vers la plateforme publique. Là, en fait, en France, on a choisi de faire un schéma en Y, comme il existe dans certains pays, notamment au Mexique. Donc on le voit, il existera, donc, comme l'a expliqué Alexandre tout à l'heure, plusieurs types de plateformes. Donc au centre, on voit la plateforme publique et on voit qu'il gravite un petit peu des deux côtés des plateformes privées. Donc je vais juste donner deux exemples pour expliquer un petit peu ce schéma. Donc je suis l'entreprise A. Je suis l'entreprise A et je veux facturer mon client qui est l'entreprise B. Je suis obligée de passer par une plateforme. La plateforme que j'ai choisie, c'est la plateforme privée 1. Donc, je crée ma facture, que ce soit sur ma plateforme ou sur mon logiciel de facturation. Je dépose ma facture sur ma plateforme privée. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Comment la plateforme privée 1 sait à quelle autre plateforme elle doit déposer cette facture? La plateforme privée 1, du coup, va aller interroger l'annuaire. L'annuaire, lui, sera stocké sur la plateforme publique et en fait, il permettra de référencer les plateformes de chaque entreprise. À partir du moment où en fait, vous allez choisir une plateforme pour votre entreprise, vous serez référencé dans cet annuaire et du coup, toutes les plateformes iront consulter cet annuaire pour savoir à quelle autre plateforme elles doivent aller déposer la facture. Donc, je suis le cheminement de ma facture, je suis sur la plateforme privée 1, je vais interroger l'annuaire qui me dit que la plateforme de mon entreprise B, c'est la plateforme privée 2. Donc, la plateforme privée 1 envoie la facture à la plateforme privée 2 et mon client, l'entreprise B, vient consulter sa facture sur sa plateforme privée. Donc ça, c'est en cas d'échange de factures entre entreprises qui ont choisi toutes les deux des plateformes privées. Maintenant, on va prendre l'exemple de la plateforme publique. Je suis l'entreprise C et je veux facturer l'entreprise B. Moi, en tant qu'entreprise C, j'ai choisi la plateforme publique. Donc, je dépose ma facture sur la plateforme publique. Ça tombe bien, l'annuaire est dessus. Le même travail est fait que tout à l'heure. Donc, la plateforme publique consulte l'annuaire. Ça me dit que l'entreprise B est sur la plateforme privée 2. La plateforme publique dépose la facture sur la plateforme privée 2. Voilà, donc ça explique un petit peu le fonctionnement qui va se passer entre les plateformes et ça illustre un petit peu toute cette histoire d'interopérabilité entre les plateformes et le fait que peu importe que vous ayez la même plateforme ou non que votre client, les factures pourront transiter sans aucun problème. En complément de ça, soyez un petit peu rassurés, puisque là c'est vraiment de la théorie, mais la pratique sera un petit peu plus simple quand même, puisque vous avez bien compris qu'il y a une interopérabilité entre les plateformes, et ce sera une obligation. Toutes les plateformes privées doivent remplir un cahier des charges défini par l'administration fiscale. Donc elles vont se faire certifier par l'administration fiscale. Ça sera une obligation. Aujourd'hui, il n'y a aucune plateforme certifiée, sauf faire de ma part. Non, pas encore. Pas encore. Donc effectivement, aujourd'hui, vous n'avez aucune plateforme certifiée. Les plateformes sont en train d'émerger. Mais cette interopérabilité fait partie du cahier des charges. Donc ce qu'on voit ici, globalement, c'est un peu transparent pour nous, entreprises, globalement. Nous, on recevra des factures dans cette plateforme, comme vous le recevez aujourd'hui tous les jours, avec votre postier qui vous dépose des factures à 10h, 11h ou 13h dans votre boîte aux lettres. Globalement, ce sera exactement la même chose, sauf que là, ça sera tout au long de la journée. Les factures arriveront ou pourront transiter là-dedans. Petite précision aussi,
pratico-pratique, sur vos factures que vous émettez. Là, pour moi, en tant qu'expert comptable, je dis simplement c'est un problème d'éditeur. C'est-à-dire que c'est votre logiciel de facturation, peu importe quel logiciel vous utilisez, qui doit se mettre à jour et faire de la facture électronique qu'on va définir tout à l'heure. Hein, c'est pas à vous, je dirais, de faire absolument de la facture électronique. Si toutefois votre logiciel ne faisait pas de la facture électronique, les plateformes proposeront, pour certaines, de transformer vos factures que vous faites actuellement, aujourd'hui peut-être papier, mais que vous envoyez des fois en mail, en facture électronique. Hein. Donc deux possibilités pour générer une facture électronique. Soit c'est votre logiciel qui le fait directement, auquel cas ça passe dans le schéma qu'on a vu ici. Soit vos factures ne sont pas au format électronique de base et elles seront transformées au format facture électronique. Juste pour finir ce petit schéma, vous voyez que la plateforme publique enverra l'ensemble des données des factures. Le délai, c'est quoi? C'est tous les jours, toutes les semaines? Tous les jours. Tous les jours. Donc tous les jours, en fait, la plateforme publique redescendra l'ensemble des transactions à l'administration fiscale. Et c'est là où, effectivement, ils auront de la data pour, d'un, connaître je dirais la santé financière de l'économie française ou des secteurs d'activité, mais également, demain, faire du pré-remplissage de déclaration de TVA. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure. Maintenant, on vous parle de facture électronique. On va vous expliquer ce qu'est une facture électronique au sens de sa définition, en tout cas. Donc une facture électronique, c'est une facture qui suit tout son cycle de vie au format électronique. Donc elle est créée, elle est émise, elle est reçue et elle est archivée au format électronique. À la différence d'une facture dématérialisée, qui est une facture papier, qui aurait été scannée puis envoyée par mail. C'est pas la même chose. Vraiment, la facture électronique, elle a été créée électroniquement dès le départ. Donc on voit qu'il y a plusieurs formats de factures dites électroniques. Donc il y a le PDF simple, donc qui est vraiment le PDF que vous connaissez tous, une facture au format PDF, mais qui par contre nécessite la mise en place de la piste d'audit fiable. Donc en fait, vous devez garder tous les documents qui justifient de cette facture, donc que ce soit le devis, le bon de commande, la facture, etc., etc. Donc c'est quand même un process assez lourd. On a également le PDF que l'on dit un PDF signé ou PDF scellé. Donc signé ou scellé au moyen d'une signature RGS 2 ou 3 étoiles ou d'un certificat qualifié IDAS. Donc nous, c'est ce que l'on fait avec la plateforme jefacture.com, donc qui vous exempte, entre guillemets, de la piste d'audit fiable. On a également donc le format EDI. L'EDI, j'imagine que vous connaissez, mais c'est quand même un process qui est assez lourd parce que ça nécessite un cahier des charges et que les deux entreprises qui utilisent l'EDI soient prêtes et aient fait des développements pour que ça fonctionne. Et on a également les formats de facture que l'on dit facture hybride. Donc là, je vais volontairement uniquement parler du format de fichier FactureX parce que c'est également ce que nous gérons avec jefacture.com. Donc le format de fichier FactureX, c'est un format que l'on appelle fichier mixte. Mixte, pourquoi? Parce qu'il combine un fichier PDF, donc ce qui était le tout premier dont je parlais, le fichier PDF simple que vous connaissez, qui est donc lisible et compréhensible complètement par l'œil humain, auquel est attaché un fichier XML qui, lui, du coup, contient toutes les données de la facture et qui est un fichier qui peut être lu par l'ordinateur. Donc vraiment, la combinaison du fichier PDF et du fichier XML crée le format FactureX. Et c'est ce qui, derrière, va permettre d'automatiser un petit peu plus les tâches et notamment les processus comptables. Tout à fait. Donc vous aurez compris qu'aujourd'hui, on gère beaucoup de factures que j'appelle moi numériques, c'est-à-dire du PDF. Éventuellement du PDF signé. Hein. Alors, j'ai avancé un peu. Alors, hop, voilà. Le PDF numérique, effectivement, aujourd'hui, il peut être signé. Donc, Jessica l'a dit. Vous savez, quand vous authentifiez des fois pour une signature électronique via, je sais pas, une signature bancaire ou une signature, je dirais, chez un avocat ou un contrat d'assurance, choses comme ça,
le fichier numérique qui est signé devient l'original. Si vous éditez ce fichier, en fait, pour l'avoir en format papier, le papier devient une copie. C'est bien le format signé qui reste l'original. Donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre tout ce cheminement. Et, comme l'a dit Jessica, la Facture X qui globalement va combiner tout ça. C'est-à-dire qu'on aura à la fois le PDF lisible par l'œil humain, le fichier XML que l'ordinateur, que vos systèmes d'information vont pouvoir intégrer dans vos systèmes comptables et financiers. Et il y aura ce fameux scellement et signature qui va être avec. Les bienfaits de la facture électronique. Allez, donc les grands bénéfices de la facture électronique, évidemment, ils ne sont pas exhaustifs. On vous a mis les plus grands. Donc réduction des coûts et des tâches administratives, notamment si vous gériez encore de la facture papier. En effet, il y a certains coûts qui vont disparaître, donc qui peuvent paraître ridicules, mais qui pour autant ne sont pas négligeables, notamment le papier, l'encre, l'enveloppe, le timbre, etc. En passant à la facture électronique, c'est tous des coûts qui vont complètement disparaître. Au niveau des tâches administratives, c'est un petit peu pareil, dans le sens où quand vous recevez toujours de la facture papier, vous recevez la facture papier, il faut l'ouvrir, il faut la traiter, etc. Tout ça, ça va disparaître également avec la facture électronique puisqu'elle arrivera directement dans votre plateforme et qu'on le verra tout à l'heure quand je vous parlerai de jefacture.com. Mais il y a... Enfin, en tout cas pour nous, un OCR qui va travailler pour extraire toutes les informations de la facture, ce qui fait que vous allez éviter d'avoir à faire des ressaisies, etc. Donc, c'est quand même un énorme gain de temps. On a également donc l'automatisation des traitements, parce que le fait de recevoir une facture électronique, ça permet d'avoir également un meilleur suivi, parce que vous savez quand vous avez reçu la facture, vous savez qu'elle n'est pas perdue parce qu'elle est sur votre plateforme. Vous savez où elle en est, vous savez si elle a été payée ou non, alors que quand vous avez une facture papier, le traitement est toujours plus long et plus complexe. La diminution du risque d'erreur et de perte de documents, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. En effet, tout ce qui est traitement manuel, je ne dis pas que le traitement informatique est infaillible, mais en tout cas, on va dire qu'il est un petit peu plus sûr et un petit peu plus sécurisé. Une facture papier, en effet, elle peut être perdue. Une facture électronique qui est sur votre plateforme, elle a très, très peu de chances d'être perdue. Je ne vais pas vous dire 0% de chance parce qu'on ne sait jamais, mais en tout cas, elle a très peu de chances d'être perdue. Et donc, gain de temps et réduction des délais de paiement, ça, on le voit, il y a pas mal d'études qui en parlent, mais on voit que les factures qui ont été reçues au format électronique sont payées plus rapidement. Et donc, ça permet d'avoir une meilleure gestion de la trésorerie pour les entreprises. Vous savez qu'en tant qu'expert comptable, on aime des fois faire quelques petits calculs, au-delà du conseil et de l'accompagnement que l'on fait. D'après certaines études, une facture papier coûterait en coût caché, vous savez, c'est le coût qu'on calcule du coût de traitement, entre 8 et 10 euros la facture. Demain, la facture électronique, d'après ces mêmes études, entre 1 et 2 euros en coût de traitement. Donc, vous voyez le bénéfice de cette facture électronique. Et j'irai même sur la partie automatisation des traitements. Effectivement, puisque nos systèmes d'information vont pouvoir lire la facture, les données de la facture, de savoir qui est l'émetteur de la facture, et bien derrière, ça va permettre aussi d'avoir des retours, normalement, des retours financiers beaucoup plus rapidement. C'est peut-être un petit peu utopique ce que je vais vous dire, mais je dirais l'espoir fait vivre. On est tous habitués à prendre son smartphone et à appuyer sur son partenaire bancaire pour savoir où est-ce qu'on en est au niveau de son solde bancaire. Demain, j'aimerais faire exactement la même chose avec mon application de reporting financier ou de comptabilité et savoir où est-ce que j'en suis dans ma compta, vers quelle tendance je vais et avoir un petit atterrissage comme ça. Donc je trouve que on est vraiment dans l'accélération du reporting financier par la même occasion avec les bienfaits de cette facture électronique. Donc maintenant, on va rentrer dans le détail de jefacture.com parce que là, depuis tout à l'heure, on vous expose un petit peu tout ce qui est contexte légal, les grandes dates, la théorie, etc. Et on va vous expliquer maintenant comment fonctionne la plateforme jefacture.com, ce que vous pouvez faire avec et en quoi, du coup, on répond à cette nouvelle obligation légale. Donc déjà, jefacture.com permet de créer des factures.
Donc ça, si vous avez déjà un logiciel de facturation, jefacture.com ne va pas le remplacer. J'insiste vraiment là-dessus. On a ajouté un petit module de création de facture uniquement pour remplacer Word ou Excel si vous utilisez encore Word ou Excel pour faire vos factures. Je vous le montrerai tout à l'heure dans la démonstration. C'est un petit module qui est vraiment très très simple et très basique. Donc on gère uniquement facture à voir. Vous ne pouvez pas faire de devis, pas de bon de commande, etc. Vraiment, je reste sur le fait que c'est très simple. Vous avez donc la possibilité de récupérer toutes vos factures sur la plateforme. Donc que ce soit les factures de vente que vous avez fait depuis votre logiciel si vous en avez un, mais également les factures d'achat. Donc en attendant la sortie de toutes les plateformes et l'arrivée de l'obligation, on va dire, en 2024, pour l'instant, vous avez plusieurs moyens de récupérer ces factures. Donc que ce soit en liaison API directe avec certains de nos partenaires, que ce soit par réception d'email, donc je vous le montrerai aussi tout à l'heure dans la démonstration, mais si vous créez votre dossier jefacture.com, vous aurez un email dédié, vous pourrez le donner à vos fournisseurs enverront les factures sur cet email dédié au lieu de l'envoyer sur l'email de votre entreprise, et au moins elles arriveront directement dans la plateforme. Vous savez, ça, c'est l'espace personnel Orange, Bouygues, EDF, où on a toujours perdu les mots de passe, et on fait mot de passe oublié, on régénère un mot de passe pour récupérer la facture, puisqu'en fait, ces grosses entreprises ne nous envoient plus leurs factures. Là, ça permet d'aller justement se connecter directement à votre espace personnel et les récupérer. Exactement. Après, bon, et bien entendu, vous pouvez toujours faire un glisser-déposer des factures que vous avez sur votre ordinateur. On a également une application mobile qui vous permet de prendre en photo vos factures au format papier, ce qui vous évite de les scanner puis ensuite de les glisser-déposer dans l'application. Ensuite, donc, toutes ces factures qui transitent par la plateforme jefacture.com, elles passent par la partie, ce que je disais tout à l'heure, l'OCR et le vidéocodage. Donc l'OCR, c'est tout ce qui est reconnaissance automatique des informations de la facture. Donc en fait, ça passe dans un petit robot qui va analyser la facture et qui va extraire les informations pour pouvoir derrière générer le fichier FactureX. Ensuite, donc la partie vidéocodage, c'est un processus humain qui vient compléter l'OCR et qui vient vérifier son travail, parce qu'on sait que de toute façon, un travail qui est fait par un robot n'est pas infaillible à 100%. Donc du coup, on a une équipe de vidéocodage qui vient vérifier et potentiellement compléter manuellement si jamais il y a certaines informations qui n'avaient pas été extraites ou qui avaient été mal extraites. À partir du moment où l'OCR et le vidéocodage sont terminés, il y a toute la partie des contrôles légaux qui se mettent en place. Donc les contrôles de cohérence, les contrôles des tiers, etc. Puis vient le moment où vous devez valider la facture. Donc valider, ça veut dire si c'est une facture de vente, c'est le moment où vous décidez de l'envoyer. Et si c'est une facture d'achat, c'est le moment où vous cliquez sur accepter. À partir du moment où vous avez fait ça, c'est là où tout le processus de transformation au format FactureX se met en place. Donc le format FactureX, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le PDF auquel est accroché le fichier XML. Ensuite, on scelle les factures. Donc on scelle les factures pour l'instant avec le cachet de l'ordre des experts comptables, parce que ce qu'on n'a pas encore dit depuis tout à l'heure, c'est que la plateforme jefacture.com n'est pas accessible en direct pour les entreprises. Il faut passer par votre expert comptable qui vous donnera accès à la plateforme. Et ensuite, on en vient à la partie archivage. C'est vrai que ça fait également partie des bénéfices de la facture électronique, parce que pour l'instant, si vous gérez des factures papier, vous êtes obligé de les archiver et de les garder. Ça prend une place monstre dans les armoires. Là, tout sera stocké sur la plateforme et c'est stocké pendant 10 ans. Donc notre partenaire derrière, c'est Orange Business Services. Donc toutes les factures sont stockées en France. Pas chez OVH? Pas chez OVH. Qui à Strasbourg. C'est pareil, dans cette plateforme, en tout cas dans la plateforme jefacture.com, il était aussi associé la possibilité, comme vous le voyez ici, de régler. Donc ça, c'est l'outil paiement, c'est-à-dire que dans l'outil, dans la plateforme jefacture.com, vous aurez la possibilité de sélectionner les factures qui arrivent à échéance ou qui vont arriver à échéance et de déclencher un paiement. Donc soit un règlement
unitaire, soit un règlement en lot, c'est-à-dire que j'ai 5 factures qui arrivent à échéance, je coche mes 5 factures, je fais régler, et jefacture.com sera ou est déjà, mais ça va être encore plus développé au cours des prochaines semaines ou prochains mois, en lien avec votre partenaire bancaire. Ce qui permettra, je dirais là aussi, une interopérabilité pour valider le paiement de ces fameuses factures. Donc un seul espace, pas la peine de, voilà, aujourd'hui vous avez votre facture, vous la mettez dans votre comptabilité, ça ressort à payer, vous allez sur votre espace bancaire, vous réglez la facture, soit par virement, enfin bon, des fois c'est un petit peu long et compliqué. Là, un seul espace pour pouvoir gérer tout ça. Ça c'est la partie fournisseur. La partie client, possibilité, comme Jessia vous l'a dit, de créer ou d'intégrer vos factures de vente, via votre logiciel de facturation par exemple, mais également de distribuer la facture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez charger vos factures dans l'application et vous allez pouvoir distribuer par mail à vos clients les différentes factures. Là aussi, un mail est envoyé à votre client avec un bouton paiement qui invite, pour pas dire incite, votre client à cliquer sur le bouton paiement et de vous régler par sa carte bancaire par exemple. Là aussi, ça permet aussi d'avoir une meilleure visibilité sur sa trésorerie, puisque l'idée c'est de réduire le délai de règlement client. On sait tous que le nerf de la guerre, c'est un petit peu la trésorerie. Donc là aussi, c'est un outil de gestion, de pilotage, d'amélioration de votre trésorerie. Et le but, c'est que cette plateforme soit aussi en lien avec les outils de comptabilité. Donc là, il y a pas mal de choses qui bougent un petit peu là-dessus. On sera, les plateformes, suivant les plateformes, seront plus ou moins connectées avec vos applicatifs, comptables, pour pouvoir récupérer en automatique les factures. Place à la démonstration. Jessica, je te laisse faire une petite démo de la plateforme jefacture.com. Alors je précise, aujourd'hui la plateforme est en production, elle existe, elle n'est pas certifiée par l'administration fiscale, que vous l'avez compris, pour l'instant il n'y a aucune plateforme de certifiée, mais aujourd'hui c'est une plateforme qui fonctionne et qui est en route depuis 1 an maintenant. Oui, c'est ça, 1 an et demi. 1 an et demi. Donc je vais vous montrer assez rapidement comment fonctionne la plateforme, tout ce que vous pouvez faire. Enfin, je vais illustrer un petit peu tout ce qu'on vient de vous présenter avec Alexandre, histoire que vous ayez une vision de ce qu'on peut faire. Donc vous vous connectez à la plateforme avec votre identifiant et votre mot de passe, et en fait vous allez arriver directement sur un tableau de bord. Donc sur ce tableau de bord, pour l'instant, vous retrouvez donc un échéancier client, un échéancier fournisseur, donc qui vous permet d'avoir une vision en temps réel des factures qui sont à payer, celles qui sont en retard, celles où vous avez de l'argent à percevoir, etc. Sur la droite, ensuite, vous avez donc un graphique qui retrace donc l'évolution au cours des 6 derniers mois de vos factures de vente et de vos factures d'achat. En bas à gauche, vous avez une liste de tâches qui évolue donc au gré des tâches que vous avez effectuées. C'est pour vous dire si une facture est en retard, si vous avez besoin de valider quelque chose sur une facture, etc. Ça vous fait c'est une forme de petit rappel. Et ensuite, en bas à droite, donc on a le top 5 clients et le top 5 fournisseurs. Donc c'est le top 5 des clients qui, à date, vous doivent de l'argent, et le top 5 des fournisseurs à qui, à date, vous devez de l'argent. Ce qui vous permet de savoir auprès de quel client aller chercher de l'argent pour pouvoir régler votre fournisseur ensuite. Donc le tableau de bord, pour l'instant, il n'est pas personnalisable. Il est figé, mais d'ici quelques mois, il devrait évoluer et vous aurez la possibilité de sélectionner ce que vous voulez voir ou non apparaître dans ce tableau de bord. Ensuite, donc, on voit que dans le menu ici à gauche, donc, on retrouve pas mal d'onglets. Donc, en premier, c'est le tableau de bord, c'est ce que je viens de montrer. Le second, c'est les factures d'achat. Donc, c'est ici que vont arriver toutes vos factures d'achat. Donc, si c'est des factures d'achat que vous intégrez par glisser-déposer, il vous suffira de cliquer ici et d'aller les chercher dans votre ordinateur. Mais si c'est des factures qui vous ont été envoyées sur votre adresse mail dédiée jefacture.com, elles arriveront ici
dans le flot de facture. Si vous vous êtes connecté via les connecteurs Budget Insight aux grandes entreprises, comme le disait Alexandre tout à l'heure, type Orange, EDF, etc., les factures arriveront ici. Si c'est une facture que vous avez prise en photo depuis l'application mobile en sélectionnant l'onglet facture d'achat, elles arriveront ici aussi. Le but, en fait, vraiment, c'est de toutes les concentrer au même endroit. Pour ce qui est des factures de vente, le fonctionnement est exactement le même, sauf que c'est un onglet différent. Il y a également, en plus, le petit module de création de facture. Donc, quand vous allez ici et que vous cliquez sur « Créer une facture », on entre directement dans le module. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment très, très simple. Donc, vous sélectionnez la langue. Alors là, on est en anglais, on va se mettre en français. Voilà, la langue, la devise. Le type de document, donc ce que je disais tout à l'heure, on fait uniquement facture ou avoir, donc si c'est une facture ou si c'est un avoir. Ensuite, le numéro de document, donc qui se générera automatiquement à partir du moment où vous enverrez la facture pour que les factures aient bien des numéros qui se suivent. La date de document, la date d'échéance. Je vais en créer une là comme ça. On pourra voir ensemble comment ça se fait, donc ça je le laisse. Ici sur la gauche, c'est les informations concernant votre entreprise. Donc l'adresse, le numéro de TVA, le numéro sirène, etc. Et ici, sur la droite, vous allez mettre les informations concernant votre client. Donc si c'est un client qui existe déjà dans votre base de données, vous le retrouverez dans la liste déroulante. Sinon, vous cliquez ici et vous pouvez créer votre client. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec jefacture.com, on est lié à la base de données data.gouv. Donc si vous avez le nom de l'entreprise de votre client, j'imagine que oui, ou son numéro sirène, vous pouvez faire des recherches sur cette base de données, ce qui va vous permettre de le créer plus facilement parce que vous n'aurez pas à rentrer toutes ces informations, ça va remonter automatiquement. Là, je peux donner un exemple. Admettons, je tape Darty, vous voyez, donc il y a plusieurs Darty qui me sont proposés. Si je clique, admettons, ici, on voit que la plupart des informations sont en train de se remplir. On voit notamment le numéro de TVA, le numéro sirène, etc. Bon, là, du coup, je vais prendre un client qui existait. Et donc, je vous disais tout à l'heure, si c'est un client qui existe déjà, vous le retrouvez ici dans la liste déroulante. Donc, je n'ai pas pris le nom. Hop. OK. Ma démonstration. Il y en a bien qui va fonctionner. Bon, passons. Ensuite, hop. Donc voici le moment du coup où vous allez ajouter votre produit. Donc soit vous ajoutez votre produit manuellement sur la liste, sur la ligne qui est ici, soit vous allez l'importer depuis le catalogue, donc un catalogue de produits que vous aurez créé au préalable. Donc vous allez ici, vous retrouvez dans votre catalogue, vous sélectionnez le produit, vous l'ajoutez. Vous pouvez modifier donc les quantités de produits. Hop, admettons, je vais en mettre 10, très bien. 24. Voilà, et donc automatiquement, le total se met à jour. Donc là, si je clique, je ne suis pas sûre que ça fonctionne vu que je n'ai pas les bonnes infos. J'arrive pas à sauvegarder ma facture parce que je n'ai pas mis le bon client. Bon, admettons qu'on a sauvegardé la facture. On va faire plus simple. Voilà. Admettons qu'on a sauvegardé la facture. Donc, une facture, après, elle ressemble à ça. Donc, quand vous cliquez dessus, vous avez sur la droite le visuel de la facture. Donc, le visuel PDF de la facture. Et sur la gauche, toutes les informations de la facture. Donc, les informations qui vont permettre de créer le fichier XML et qui vont permettre d'envoyer la facture à votre client. Pour l'instant, la facture, comme je vous le disais tout à l'heure, elle n'est pas encore transformée au format FactureX puisqu'elle est transformée à partir du moment où vous l'envoyez. Et après, à partir du moment où vous l'envoyez, elle est transformée au format FactureX, elle est scellée, puis elle sera archivée. Toutes les factures donc, qui ont transité dans la plateforme seront disponibles dans la boîte d'archives qui est ici. Voilà, et donc vous retrouverez les factures d'achat ici et les factures de vente ici. Ce que je disais tout à l'heure, elles sont stockées ici pour une durée de 10 ans, qui est la durée d'archivage légale minimum. Alexandre vous parlait tout à l'heure de la possibilité de payer. Donc,
adhérer à l'option de paiement, ça se fera donc ici, donc dans la partie compte bancaire. Et c'est ici que vous retrouverez toutes les informations concernant vos données de paiement. Et ici, vous avez la possibilité donc, de gérer vos clients et vos fournisseurs. Donc, comme tout à l'heure, c'est simple, un onglet client, un onglet fournisseur. Vous pouvez les ajouter manuellement, donc toujours liés à la base de données data.gouv, ce qui vous permet de gagner du temps et de ne pas avoir à saisir manuellement toutes les données. Ou alors, vous pouvez les importer en masse en intégrant un fichier Excel. Donc vous avez le modèle du fichier Excel qui est téléchargeable ici si vous souhaitez importer en masse tous vos clients et tous vos fournisseurs. Maintenant, je vais juste vous montrer deux paramétrages dont j'ai parlé tout à l'heure. Comment retrouver l'adresse email propre à votre entreprise pour que vous puissiez la donner à vos fournisseurs pour qu'ils vous envoient les factures directement dans la plateforme et comment vous connecter, admettons, à votre espace EDF pour que les factures qui arrivent dans votre espace EDF arrivent automatiquement dans Je facture aussi. Donc ça, c'est pareil, c'est assez simple. Il suffit d'aller dans l'onglet Paramètres ici. Vous descendez. Voilà, vous descendez, vous arrivez ici, vous cliquez dans l'onglet Facture d'achat. Dans cet onglet Facture d'achat, vous allez arriver voilà, dans Import des factures d'achat. Donc, Import des factures d'achat, si vous cliquez ici, vous avez le fameux via email. Et via email, c'est ici que vous allez retrouver l'adresse email de votre entreprise à donner à vos fournisseurs. Bien entendu, elle est personnalisable. La première qui va vous être fournie, c'est sirène, donc le sirène de votre entreprise, @mg.jefacture.com. Si vous souhaitez la personnaliser et mettre autre chose que le sirène, à savoir votre raison sociale ou autre chose, vous pourrez le faire. La seule partie qui n'est pas personnalisable, c'est tout ce qu'il y a après le arrobase. Et ensuite, donc, tout à l'heure, je vous parlais donc, de se connecter à EDF ou autre d'ailleurs. Ça se fait en cliquant ici sur via les connecteurs au site fournisseur. Donc vous cliquez là, vous allez sur connexion et vous allez être redirigé vers Budget Insight. Et du coup, c'est ici, voilà, vous pouvez rechercher Orange, EDF, etc. Donc là, j'ai l'exemple où EDF est ici. On clique, on accepte les CGU et une fois que les CGU sont acceptés, on va vous demander d'entrer votre identifiant EDF, votre mot de passe EDF. Vous cliquez sur accepter et après, c'est connecté et ça se fera automatiquement. Toutes les factures, tous les mois qui arriveront dans votre espace EDF, arriveront dans jefacture.com. À savoir que si vous n'utilisez pas ce connecteur, il sera déconnecté automatiquement au bout de 3 mois pour éviter que vous continuiez de recevoir des flots de factures que vous ne validez pas dans la plateforme. Voilà pour toute la partie démonstration. Et maintenant, on va répondre aux questions. Est-ce qu'il y a du coup des... Alexandre, tu voulais ajouter quelque chose? Non, oui, je voulais juste... Je vais regarder si je peux t'en trouver. Ouais, juste de simplifier, juste en quelques mots, de retenir que globalement, dans le monde des entreprises, ça va... Ce qu'il faut juste changer, c'est la façon de fonctionner. La fameuse adresse mail, c'est effectivement, c'est pas de recevoir les factures dans votre mail à vous, il faut justement désengorger votre boîte mail, puisqu'en fait, ce sont vos fournisseurs qui vont envoyer directement dans votre plateforme. L'archivage se fait automatiquement pendant 10 ans, ça vous l'avez compris. Et après, c'est comment moi, dans mes systèmes d'information financière et comptable, comment je récupère ces éléments-là dans mon entreprise pour avoir du reporting financier. Donc, il faut juste se dire que c'est pas une révolution sur la facture en elle-même, mais sur le traitement et l'organisation qu'on va mettre autour. Hein. C'est ça le numérique. Hein. Le numérique, c'est une véritable stratégie qu'il faut construire. Donc voilà, c'est juste pour désacrifier un petit peu cette notion de facture électronique. Peut-être que Jessica, tu nous as trouvé un fichier XML. Comme je le disais tout à l'heure, on ne veut pas de fichier XML. On vous fait voir juste pour la forme, juste pour se faire plaisir, mais globalement, il n'y a aucun intérêt à savoir lire ça. Ce sont les ordinateurs, les systèmes d'information qui vont apprendre à le lire. Hein, ici, le codage de votre facture, non, tu l'as pas? Tu l'avais? Si, je l'ai. Voilà, il est Voilà, là. c'est ça.
Il n'y a Faut mettre en aucun place. intérêt à comprendre ça. Aucun. Voilà. Vous, ce qui vous intéresse, c'est le PDF qui est à côté. C'est tout. Le reste, c'est le boulot des petites machines, De l'ordinateur. de l'ordinateur, pour intégrer ça chez vous. Tout simplement. Ok, eh ben, merci beaucoup. Alors, je crois que j'ai une première question, effectivement, pour lancer un peu les échanges. Bonjour, merci de votre intervention. J'ai 2-3 questions. Le coût, va être pratico-pratique, hein, surtout un comptable. La deuxième, c'est la responsabilité civile professionnelle des factures disparues. Vous avez cité OVH, mais qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas les factures? Normalement, c'est toujours le dirigeant qui est responsable. Et la troisième, c'est si la société est en RJ, comme vous devez garder les factures, qui paye? Oui, une société en RJ, redressement judiciaire, puis liquidée, qu'est-ce qui se passe? Voilà, je vous remercie. Sur la tarification, je vais te laisser répondre, peut-être. Alors en fait, la tarification, pour l'instant, c'est ce que je disais tout à l'heure, la plateforme n'est pas commercialisée en direct auprès des entreprises. C'est quelque chose qui va se faire dans les prochains mois, mais pour l'instant, en fait, si vous souhaitez utiliser la plateforme jefacture.com, vous devez vous rapprocher de votre expert comptable qui vous y donnera accès. Donc le tarif, il est un petit peu défini par la lettre de mission que vous aurez avec votre expert comptable. Voilà, c'est ça. Voilà. Bon, globalement, aujourd'hui, sur une TPE, je vais donner quelques chiffres quand même, Oui. sur une TPE, que je considère TPE, c'est une 50aine de factures par mois d'achat. Je vais considérer que pour moi, c'est une TPE. On est sur un coût mensuel d'une dizaine d'euros. Voilà. Maintenant, il faut le mettre en comparatif avec les coûts cachés que je parlais tout à l'heure, dont on économise. Voilà. Mais c'est à peu près la tendance, hein, d'une dizaine ou d'une bonne dizaine d'euros par mois. Concernant la RCP, j'ai envie de dire aujourd'hui une facture qui disparaît, demain votre entreprise brûle, elle disparaît, votre facture, effectivement, vous êtes toujours confronté à cette problématique-là. OVH qui a brûlé, bon, normalement, les data centers, hein, je ne vais pas vous expliquer le fonctionnement, mais globalement, il y a des copies qui se font dans plusieurs data centers, sauf si, et là, je ne vais pas faire, voilà, si demain une bombe nucléaire tombe, je pense qu'il y ait 1 ou 2 ou 3 data centers, bon, ça arrive d'endommager plus d'un. Voilà, donc ça, forcément, le risque zéro n'existe pas, hein, même si vous sauvegardez à l'autre bout de la planète. Hein. Maintenant, quand je dis sauvegarder au bout de la planète, je dis attention. J'aimerais bien que mes données peut-être de mon entreprise soient sauvegardées en France, voire en Europe, et peut-être pas en Chine ou aux États-Unis. Je vous rappelle le principe du RGPD quand même. Voilà. Il y avait sur le RJ aussi, c'est ça ? RJ, aujourd'hui, vous devez conserver votre comptabilité, même en redressement judiciaire, pendant 10 ans. Oui, c'est l'administrateur judiciaire qui a ça en charge. Une fois que la société est liquidée, c'est plus l'entreprise. L'administrateur judiciaire, de toute façon, au pire des cas, de toute façon, il y a un accès à la plateforme. Hein, la plateforme ne facturera, sauf erreur de ma part, qu'à la facturation faite. Donc après, s'il n'y a plus de facture, la plateforme ne coûte pas. C'est simplement la consultation, et celle-ci, elle est gratuite. Oui, c'est ça. En fait, même si, c'est vrai que ça, on n'en a pas parlé, mais si là, vous commencez à utiliser jefacture.com et que, admettons, dans un an, vous souhaitiez changer de plateforme, on ne va pas vous couper les accès à la plateforme. Enfin, si, on va vous couper l'accès à la réception de vos factures d'achat, etc. Mais par contre, vous aurez toujours accès en consultation pendant les 10 ans à toutes les factures que vous avez gérées pendant l'année où vous avez utilisé jefacture.com. Donc en effet, dans le cadre du redressement judiciaire, de toute façon, l'accès à la plateforme n'est pas coupé et l'accès aux factures qui ont été traitées est toujours possible. Y a-t-il d'autres questions ? Bonjour. Bonjour. Moi, je me posais la question. Je vous ai vu faire une saisie manuelle en fait d'une facture donc dans votre plateforme. Quid aujourd'hui d'un logiciel déjà présent dans l'entreprise qui génère des factures? Est-ce qu'on est obligé de passer par la saisie dans votre interface ou est-ce qu'on peut garder le fonctionnement actuel de l'utilisateur et faire une transmission automatique vers votre environnement? Oui, bien sûr, vous n'êtes pas du tout obligé de changer vos outils actuels. Vraiment, notre module de création de facture, c'est si jamais vous n'aviez pas de logiciel de facturation et que vous saisissiez vos factures
sur Word ou Excel, etc. Là, si vous avez déjà un outil, il n'est pas du tout nécessaire de le changer. En effet, vous pouvez garder votre fonctionnement actuel et faire un pont entre votre solution de facturation et transmettre vos factures sur jefacture.com. Vous utilisez quoi comme solution? Du Sage. Ok. Donc en fait, vous allez pouvoir, soit il y a un pont automatique, soit vous allez venir charger, uploader vos factures de vente dans la solution pour qu'elles soient présentes dans cette solution-là. Mais ce que disait Jessia, la création de factures est vraiment pour remplacer le Word ou Excel, parce qu'on a bien souvent, je vous rappelle que normalement, en termes de facturation, vous devez avoir une chronologie et une numérotation des factures qui doivent se suivre, et que si une facture est validée, vous ne pouvez pas la modifier, ça passe par un avoir et la création d'une nouvelle facture. Le Word ou Excel est parfois un peu simple pour faire des bis, des terres, des modifier, etc. Et ça, normalement, on n'y a pas le droit. Et pour compléter, pour passer de Sage à jefacture.com, je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux, mais est-ce que vous avez la possibilité d'envoyer les factures sur l'adresse mail jefacture.com dont je... Ça vous évite de faire un transfert manuel, etc. Au risque de générer quelques frustrations, jefacture.com, l'ordre des experts comptables, tout près de l'entrée du salon. Donc évidemment, si on n'a pas pu vous donner la parole, n'hésitez pas. Donc pour la dernière question, c'est justement sur les factures de vente. Donc j'envoie à mes clients ma facture électronique via le format du PDF qui est reçu. C'est ce que moi, c'est le visuel que j'envoie moi, ou par la plateforme. Est-ce qu'il y aura mon logo? Est-ce qu'il y aura les infos? Nous sommes en vacances. Voilà, les petites infos qu'on met sur des factures, ou est-ce que ça c'est fini et ça devient une facture standard qui sera la même pour tous les fournisseurs? Non, vous gardez toutes vos informations qui sont sur la facture. Nous, quand on dit en effet qu'on transforme la facture, ça veut dire qu'on c'est que en fait, en effet, on attache un fichier XML à votre PDF de base, ce qui du coup crée ce format qui s'appelle FactureX. Mais pour autant, c'est pas pour autant qu'on supprime vos informations et qu'on transforme complètement votre fichier de base que vous avez déposé sur la plateforme. Donc ils reçoivent bien les deux, notre format habituel. Et le petit fichier XML qui est attaché dans les pièces jointes du format PDF, tout à fait. Et juste une mini question dans le... Je garde le micro. Est-ce qu'il y a plusieurs niveaux d'habilitation dans jefacture.com? Parce que ce n'est pas forcément la même personne qui vérifie la facture, la même personne qui la met en paiement, la même personne qui fait la comptabilisation. Est-ce que vous avez plusieurs niveaux d'autorisation d'accès? Oui. Voilà. Non, oui, moi je le gère pour un client ou chez un client, donc il a 3 magasins séparés, donc dans trois villes différentes, et donc du coup dans ces magasins il fait pointer les livraisons avec la facture, par exemple, les bons de livraison avec la facture. Donc là, c'est un responsable de magasin qui valide ça. Et lui, dans un second temps, il va venir accepter les factures. Donc du coup, là, à ce moment-là, ça nous les transmet. Donc vous avez 2 niveaux de validation, par exemple, pour répondre à votre question et avoir, je dirais, des strates de validation différentes. Eh bien, merci beaucoup, je pense, pour tous ces éclaircissements. Je pense qu'on peut les applaudir. Et du coup, on va enchaîner dans 2-3 minutes avec une émission Adista dont la thématique est le haut débit, la transformation digitale, enjeux, intérêts et applications pour les acteurs de la région Centre-Val de Loire. Merci à tous. Merci à vous.